Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Le saviez-vous que j'avais excessivement hâte de vous faire, puisqu'il s'agit d'un nouveau conte, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit du dessin animé Disney qui a été le plus vu de tous les temps. C'est même le film le plus vu de tous les temps, et du coup je pense que vous avez compris, aujourd'hui nous parlons de la Reine des Neiges. Et du coup, c'est parti. La Reine des Neiges, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'original, et je les comprends parce qu'on a été tellement bombardés par Disney qu'on oublie parfois qu'il y a une autre version, nous la devons donc à Hans Christian Andersen qui l'a publiée en 1844, et donc qui est un auteur danois. L'histoire originale est la suivante. Kay et Gerda sont deux petits-enfants, une petite fille et un petit garçon qui sont très amis et qui adorent jouer, et c'est l'hiver, et ils décident d'aller admirer les flocons. Sauf que, très très loin au nord, vit la Reine des Neiges, qui possède dans son immense palais de glace un miroir magique fabriqué par le diable. Et malencontreusement, ce miroir se brise et des éclats vont se disperser dans la tempête de neige. Et manque de peau pour le petit Kay qui passait par là, il va recevoir un éclat dans l'œil et un éclat dans le cœur. Or, ce miroir magique n'est pas ordinaire puisqu'il est magique, et il a le pouvoir de révéler ce qu'il y a de pire en chacun des gens qui se regardent dedans. Et du coup, à partir du moment où Kay reçoit son éclat, il devient très dur, très indifférent à Gerda, et très solitaire, et il finit par être récupéré par la Reine des Neiges, qui l'emmène dans son palais de glace. On suit ensuite le périple de Gerda qui part à la recherche de son ami, dans l'espoir de le ramener à la maison. C'est un conte qui est assez particulier dans le sens où il est inhabituellement long. Il se divise en 7 chapitres qui racontent chacun une partie du périple de Gerda. Et là, vous vous dites, oui. Mais l'histoire de Disney, alors je vais pas vous faire l'affront de vous la raconter parce que je ne pense pas que vous ayez pu passer à travers les mailles du filet. L'histoire de Disney n'a absolument, mais alors absolument rien à voir avec le conte original. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais je me suis dit qu'aujourd'hui, pour changer, j'allais vous proposer une analyse inversée. Donc je ne vais pas vous présenter les différences qu'il y a entre la Reine des Neiges version Disney et la Reine des Neiges version conte original parce qu'elles sont beaucoup trop importantes, mais je vais essayer de voir avec vous s'il existe des ressemblances et si en fait Disney a décidé de totalement dénaturer le conte original en ne gardant que le titre, ou s'il y a quand même bien quelques points communs entre les versions malgré les apparences. Et aux surprises, il y en a. Du coup, allons-y. Première ressemblance, le cœur gelé. Donc, comme vous le savez, dans la version de Disney, Elsa, qui est la Reine des Neiges, va geler plusieurs fois malencontreusement le cerveau ou le cœur de sa sœur Anna. Dans le conte original, Kay va se faire geler un œil et le cœur. Donc on retrouve là encore la première fois la tête qui se fait agresser, entre guillemets, puis le cœur. Et à partir du moment où ce morceau de glace, en fait, rentre en lui, il devient complètement indifférent, très dur et très glacial avec ses amis, avant de partir. Ce que je trouve très intéressant dans la version de Disney, c'est qu'il y a ici une inversion, en fait, de celui qui est touché. Parce que même si c'est Elsa qui, entre guillemets, agresse sa sœur en lui gelant le cœur, c'est elle qui prend l'attitude de Kay et qui se renferme sur elle-même comme si cette agression, c'était elle qui la subissait. Et du coup, à partir du moment où Kay prend l'éclat, il se renferme sur lui-même et devient très dur. Et à partir du moment où Elsa gèle sa sœur, c'est elle qui se renferme sur elle-même, qui s'enferme dans sa chambre, qui veut plus voir personne et qui refuse tout contact avec ses proches. De plus, à la fin du conte, lorsque Gerda retrouve Kay, spoiler, oui, elle le retrouve, c'est un conte, ça se finit bien. Il est dit plusieurs fois que Kay est froid et immobile, bleu de froid, raide et froid. Exactement comme Anna à la fin de Disney, enfin de la version Disney, lorsque elle se retrouve complètement gelée comme une statue, c'est en fait un peu ce qui attend Kay si jamais Gerda n'était jamais venue le sauver. On retrouve donc déjà quelques parallèles très intéressants, mais ça continue. Numéro 2, la Reine des Neiges, son caractère et sa solitude. Dans le conte original, la Reine des Neiges est un personnage qu'on ne voit presque jamais, en fait. Le seul moment où elle fait une apparition, c'est quand elle vient chercher Kay pour l'emmener dans son palais de glace, et après, on ne la revoit plus. C'est-à-dire que même lorsque Gerda vient récupérer Kay, la Reine des Neiges, elle est pas là. La Reine des Neiges vit donc très loin au nord, dans un immense palais de glace, et en fait, c'est un personnage qui est très égoïste, parce qu'elle vient récupérer ce qu'elle pense qui lui appartient, c'est-à-dire les éclats de miroir qui sont contenus dans Kay. Et c'est un personnage qui est très solitaire parce qu'elle vit toute seule
en haut sur sa montagne. Mais c'est un personnage qui est fait comme ça. C'est un peu une espèce d'ancienne divinité, une ancienne déesse, et on ne lui demande pas plus. C'est un personnage qui fait ce qu'il a à faire parce que voilà, ce sont des traditions immuables et c'est ainsi que ça marche. Et donc on ne lui en veut pas. Mais on retrouve un petit peu ce caractère égoïste et solitaire chez Elsa. Donc une fois qu'elle a décidé de s'enfuir, en fait, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle part au nord, dans les montagnes, et elle se fait construire, elle aussi, un château de glace très vide, hein, comme dans le conte, on nous dit que c'est un endroit vide, désert, et Elsa, elle se crée aussi, enfin, mine de rien, le château qu'elle se fait, il n'est pas anodin. Déjà, il est vide, il est très translucide, il fait très impersonnel presque. Comme si elle voulait pas savoir qui elle était, et qu'elle s'enfermait dans une espèce de cocon un peu protecteur qui du coup l'empêche de devoir se poser des vraies questions, de savoir qui elle est et qu'est-ce qu'elle fait là. On retrouve ce côté un peu égoïste qui fait de la Reine des Neiges, qui est un peu hors du temps et hors du monde et qui refuse d'agir, lorsque Anna vient voir Elsa pour lui dire, eh bien voilà, comme dans le conte, ton royaume est maintenant une terre désolée, aride et gelée, il faut que tu fasses quelque chose. Et Elsa refuse. Elle rembarque sa sœur, l'agresse une fois de plus, et à nouveau on retrouve cette inversion où l'agression qu'elle fait elle-même l'isole encore un peu plus de sa sœur et des autres et du monde extérieur. Numéro 3, la quête initiatique. Alors la quête initiatique, c'est un peu la base de tous les contes. Et là, évidemment, on ne peut que faire le rapprochement entre Anna et Gerda. Anna doit partir retrouver sa sœur pour lui faire entendre raison et sauver son royaume. Elle va donc rencontrer beaucoup de personnages en chemin, hein, c'est le principe de la quête initiatique. Elle va rencontrer le prince, elle va rencontrer Christophe et son reine, elle va rencontrer Olaf, elle va rencontrer plein de gens comme ça. De même que Gerda, qui dans l'histoire rencontre un nombre incalculable de personnages qui correspondent tous plus ou moins à un chapitre. Donc elle va rencontrer des corneilles, elle va rencontrer une magicienne, elle va rencontrer une finnoise, elle va rencontrer une laponne, elle va rencontrer une vieille magicienne encore, un couple, un reine aussi, exactement comme dans la Reine des Neiges, qui va l'aider, etc. Et tous ces personnages vont les aider ou tenter de les retenir. Mais dans les deux contes, Anna et Gerda partent à la recherche d'un être aimé qui s'est perdu, et c'est l'occasion pour elle en fait de grandir et de se confronter au monde. Anna, parce que en fait depuis la mort de ses parents, elle vit complètement enfermée dans le palais et elle n'est jamais sortie. Elle doit donc éprouver en fait son autonomie, mais aussi son amour pour cette sœur qui s'est complètement renfermée sur elle-même et qui n'a fait que la chasser de sa vie depuis leur enfance, malgré le fait qu'elles aient des bons souvenirs ensemble. Et en parallèle, Gerda, elle doit partir à la recherche de son meilleur ami qui s'est perdu. Et elle va éprouver son amour pour lui et sa foi qui vont les aider à surmonter les épreuves qui vont se dresser sur son chemin afin de retrouver Kay. Donc deux quêtes initiatiques, deux en fait découvertes du monde et des gens, et avec pour but de retrouver une personne aimée. Ce qui nous amène au numéro 4, la morale. Parce que contrairement à ce que l'on pourrait croire, la morale de la Reine des Neiges, conte et Disney sont très très proches. Dans la version Disney, ils ont choisi de ne pas célébrer l'amour au premier regard comme ils ont l'habitude de le faire, et je trouve que c'est une bonne chose. C'est même pour moi l'aspect le plus intéressant du film en lui-même. Ils se moquent même ouvertement des princesses qui tombent éperdument amoureuses de leur prince au premier regard, notamment grâce à Elsa qui met le holà à on n'épouse pas un mec qu'on a rencontré le jour même, hein. Voilà, je pense que c'est le meilleur conseil que Disney nous ait jamais donné dans tous ses films. Et ici, c'est un amour entre sœurs qui est mis à l'honneur. Ce qui me fait penser d'ailleurs beaucoup à la scène dans Maléfique où en fait la seule chose qui peut réveiller Aurore, c'est un baiser d'amour véritable. Pas un baiser ordinaire, mais le baiser de l'amour véritable. Et c'est un baiser d'amour filial en fait, enfin d'amour maternel qui va la sauver. Anderson, lui, est un écrivain très croyant. Il y a beaucoup de religion dans ses morales. Nous l'avions vu avec La Petite Sirène et L'âme éternelle. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Mais dans la version d'Anderson, il est très flagrant que ce sont les prières d'Elsa et son amour enfantin qui permettent de sauver Kay. Son amour, c'est son innocence, c'est sa pureté et sa foi en le fait qu'elle va forcément le sauver parce qu'il n'y a pas d'autre solution qui sont à l'origine de la survie de Kay. Et je vais d'ailleurs vous lire un passage du dernier chapitre qui met absolument en exergue cette force de la foi et de la pureté. Alors, donc Gerda vient de retrouver Kay, elle essaie de lui parler et il ne réagit pas. Mais lui restait immobile, raide et froid.
Alors Gerda pleura de chaudes larmes qui tombèrent sur la poitrine du petit garçon, pénétrèrent jusqu'à son cœur, firent fondre le bloc de glace, entraînant l'éclat de verre qui se trouvait là. Il la regarda. Elle chantait le psaume. Les roses poussent dans les vallées où l'enfant Jésus vient nous parler. Alors Kay éclata en sanglots, et il pleura si fort que la poussière de glace coula hors de son œil. Ici, c'est clairement un acte d'amour et de foi qui sauve Kay. C'est l'amour de Gerda, c'est sa foi et toutes ses prières qu'elle répète tout le long du chemin. Là, le psaume, elle le répète encore et encore. Et son obstination à le sauver qui sont en fait à l'origine de cette survie miraculeuse. Tout comme en fait l'amour d'Anna pour sa sœur la sauve. On retrouve cette morale également à la fin du texte. Donc je vous l'ai dit, le fameux psaume que chante Gerda, on le retrouve mais tout le temps, elle le chante tout le temps dès qu'elle... Voilà. Elle est dans ses prières et c'est ça qui la porte à travers toutes les épreuves qu'elle rencontre. Et à la fin, quand elle finit par ramener Kay chez elle, ou chez lui, il y a sa grand-mère qui délivre la morale et qui leur dit « Si vous n'êtes pas semblables à des enfants, vous n'entrerez jamais dans le royaume de Dieu. » Voilà, qu'on soit croyant ou pas, peu importe. Mais ce que l'on peut retenir, c'est que dans ces deux morales, c'est un amour pur et innocent. C'est un amour, en fait, d'enfance qui est à l'origine du sauvetage des deux personnages. C'est l'amour d'Anna pour sa sœur, pour tout ce qu'elle a ressenti quand elles étaient petites et qu'elles étaient tout le temps ensemble, qui lui a permis de réaliser l'acte d'amour véritable qui est à l'origine de sa propre survie. Et de même que c'est l'amour des deux enfants l'un pour l'autre qui est pur, comme l'amour des deux sœurs l'une pour l'autre est pur, qui leur permet de se sauver mutuellement. Parce que... Enfin, je voudrais nuancer un petit peu tout cela, parce que si on sait que Anderson est un écrivain qui est très croyant et qui met beaucoup de religion dans ses textes, on sait aussi que c'est un écrivain qui a mis beaucoup de lui-même et dont la plupart des contes contenaient une petite part autobiographique. Et on pourrait y voir en fait une lecture un peu plus comme les fables de La Fontaine, plutôt que comme celle traditionnelle des contes de Perrault. Notamment parce que l'on sait que Anderson a passé beaucoup de temps dans les cours royales d'Europe, et surtout après au Danemark, où à partir de 1860, il devient le conteur officiel des enfants du roi. Et on pourrait voir en fait dans ce conte une certaine critique de la cour et de ses habitudes, en disant que lorsque l'on s'éloigne des choses un peu simples, des sentiments purs et innocents, on finit par se perdre, un peu comme les puissants et les nobles, et on finit par perdre ceux qu'on aime, sa simplicité, et à rendre les autres malheureux en perdant tout simplement son cœur et ce qui fait de nous des humains, parce qu'on serait enivrés par le pouvoir. Voilà pour cette petite Le saviez-vous, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à aller lire le conte d'Anderson, parce que c'est vrai qu'à de premier abord, on a l'impression que Disney n'a rien gardé du conte original, mais lorsqu'on le relit attentivement, on se rend compte qu'il y a quand même des choses assez intéressantes qui ressortent et qui demeurent. Donc notamment la ressemblance Anna-Gerda, mais aussi le caractère un peu solitaire et égoïste de la Reine des Neiges, et bien évidemment la quête initiatique, qui ici, je trouve, est assez bien faite, parce qu'elle ne ressemble pas à une quête initiatique traditionnelle, dans le sens où Anna, quand elle part enfin de son château pour retrouver sa sœur, elle est déjà adulte et ce n'est plus une enfant. Et la morale, enfin, qui, malgré tout ce qu'on pourrait croire, reste semblable. J'espère que tout ça vous a plu. Je suis désolée pour la vidéo qui sort un petit peu tard, mais j'ai eu beaucoup de travail et j'étais malade. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez aimé le Disney ou si vous aviez préféré le conte. Personnellement, je préfère le conte. Je n'ai pas terriblement accroché avec la Reine des Neiges. Je l'ai trouvé bien, mais sans plus. Et du coup, voilà, sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et je vous embrasse très fort. Ciao!